Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus à cette table ronde donc, sur la confiance pour une ère numérique digne de confiance. Et pendant cette heure et demie, donc, nous allons parler de la confiance, qui est un phénomène donc, essentiellement humain, lié à la notion de sécurité, à la notion de risque, gestion des risques et de contrat aussi. Et le cerveau humain, quand il gère la confiance, il a un côté rationnel. Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un ou à un objet ou à une institution? Et une composante irrationnelle, donc affective. Et ça, en fait, la question, c'est qu'aussi que cette confiance, elle peut être donc assurée par une institution. Nous avons confiance pour nous déplacer de façon sécure en ville, ou décider cette confiance qu'on accorde lors d'un achat, par exemple, à un contrat. Mais notre cerveau humain est rempli de biais. Et donc, ces biais cognitifs, en fait, vont tronquer le raisonnement censé être rationnel. Et également, donc, tout ce qui est, en plus de ces biais cognitifs, ça va être la notion d'évolution avec le numérique. Et donc là, on rentre au cœur du sujet, c'est-à-dire que cette évolution au cœur du numérique va modifier, on le verra, donc, va modifier notre façon de réagir et d'interagir au niveau de nos cerveaux, et également pose de nouvelles questions. C'est-à-dire que, par exemple, on le voit avec les GAFA, et notamment Facebook sur la partie des données. Est-ce qu'on pouvait avoir confiance dans Facebook pour garantir l'usage de nos données? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces nouveaux acteurs, et qui sont-ils? Est-ce que quand on clique les conditions générales d'utilisation, on accorde notre confiance de façon aveugle ou pas? Et est-ce qu'on a d'autres choix? Donc finalement, est-ce que d'une confiance assurée à une confiance décidée, est-ce qu'on n'en vient pas à une confiance subie? C'est une des questions aujourd'hui posées. Et pour donc finir d'aborder ce thème, parce que c'est un thème très vaste, on va le détailler donc en 3 niveaux, c'est-à-dire savoir ce que c'est que la confiance, au point de vue humain, qu'est-ce que ça change au niveau donc, du numérique, et en quoi, quelles sont les conditions pour les intervenants, et pour vous aussi la salle, intervention bien sûr, de quels sont les critères pour assurer cette confiance dans une ère numérique digne de confiance. Alors pour parler de ce sujet aujourd'hui, je vais appeler les intervenants que je vous demande d'applaudir. Donc en premier lieu, Guy Mamoumani. Donc Guy, coprésident du groupe Open, ex-président du Syntec, je t'en prie, Syntec numérique, et puis également donc auteur du livre L'apocalypse numérique n'aura pas lieu. Voilà, donc Guy optimiste, ce qui veut dire qu'il sait trouver les opportunités, pas forcément angélique. Également donc présent à cette table Dominique Cardon, donc sociologue, tu as travaillé donc au laboratoire donc des usages d'Orange Labs et chercheur associé à l'EHESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales, et également donc en 2019 donc un Culture numérique, ton dernier livre, dans lequel tu dis qu'effectivement l'évolution des fonctions cognitives chez l'être humain avec le numérique. Ensuite, donc Isabelle Machola, société Isaït, donc avec une plateforme éthique qui aide les femmes africaines à travailler, donc qui va nous détailler tout ça. Donc pour qui le numérique en fait est une solution qui permet donc de faire cette plateforme éthique. Donc ensuite, donc Gaëtan Nérac, donc Naïo Technologies. Gaëtan qui fabrique donc Naïo qui fabrique des robots dans l'agriculture, et qui va nous faire le lien entre confiance et robots dans le domaine de l'agriculture. Et enfin Benoît Varin de Recommerce sur donc la partie donc économie circulaire en fait de cette ère numérique. Donc qui nécessite beaucoup d'énergie. Et on va voir qu'effectivement, il y a moyen et de ressources, donc moyen de faire autrement. Alors, pour poser la question, pour lancer, alors dans les règles, on va très rapidement, après un premier tour de questions, vous passer la parole pour que ce soit vraiment interactif. C'est un sujet très vaste. Donc, 1h30 passe finalement très vite. L'idée, c'est d'avoir des questions synthétiques ou des points synthétiques, des apports synthétiques pour que ça circule du mieux possible. Et donc, enfin, 10 minutes avant la fin, on fera une conclusion. Voilà. Donc, au niveau du déroulé, on va commencer par toi, Dominique. Donc, la confiance,
toi qui es sociologue et qui l'étudie depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, bonsoir, bonjour à tous. Mais alors, le problème souvent des sociologues, c'est qu'on n'a pas de définition de la confiance. En fait, parce qu'elle est très difficile. En fait, elle est très immatérielle en réalité. Et donc, on a des définitions de la défiance. Voilà, on sait ce que c'est que la défiance. On s'observe. La confiance, on va dire que c'est la définition que donnent les sociologues, c'est une réduction d'incertitude. Donc il faut trouver des dispositifs qui orientent l'action, la fidélité, l'engagement, les attitudes des personnes, en réduisant les incertitudes sur le futur. Et évidemment, ça engage beaucoup de questions avec le numérique, parce que le numérique est un formidable analyseur des transformations de nos sociétés, en réalité, de façon plus profonde. Et moi, c'est un peu ça que je voudrais dire, c'est que il a modifié si considérablement l'offre de choses possibles, d'informations, d'opportunités pour les personnes, que les critères de choix ne sont plus les mêmes. Et moi, je le vois beaucoup pour la question de l'accès à l'information, les fameux débats sur les fausses informations, sur la question de la confiance dans les producteurs de bonnes informations et de mauvaises informations, etc., sont très présents. Et je trouve que c'est un exemple très parlant, parce qu'on était dans une situation où on pouvait dire que les Français ou le lectorat avaient confiance dans les médias parce qu'il y avait 10 médias et que ces médias étaient soutenus par des institutions, parce qu'ils étaient devenus des marques et parce qu'en réalité leur nombre était restreint. Donc apprendre d'où venaient les bonnes informations était finalement une chose relativement simple. Et la chose qui était engagée entre le public et les médias, c'était de dire j'ai confiance dans le journal Le Monde ou dans le Figaro, parce que c'est des médias d'information professionnelle qui assurent ce pacte ou ce contrat avec les individus. Mais ce contrat, d'une certaine manière, il n'a jamais été négocié avec les gens. On nous dit, vous devez faire confiance parce que ce sont des professionnels, ils sont responsables, ils font bien leur métier. Mais il y a finalement peu d'interaction ou d'activité des personnes pour définir, ou pour en tout cas engager une relation sincère, authentique, personnelle, de confiance avec le média. Alors moi, je crois que le numérique est en train de tout changer, et du coup, il est en train de changer la définition de la confiance. Et c'est ça qu'on voit dans les enquêtes, parce que maintenant, il suffit de faire des enquêtes sur l'information. La Croix en fait une tous les ans depuis 30 ans. Le taux de confiance des Français dans l'information et dans les médias ne cesse de baisser. Et quand on regarde les taux sur le numérique, ils chutent considérablement. Et surtout dans la dernière, là, ils ont considérablement chuté, sans doute un effet Brexit, fake news, Donald Trump. Et on n'a plus confiance parce que la question qui est posée aux gens, c'est est-ce que vous avez confiance dans Le Monde, Le Figaro ? Non, aujourd'hui, on n'a plus confiance dans Le Monde, dans Le Figaro parce que la définition s'est modifiée, la confiance se négocie. La confiance, on ne la donne pas d'emblée de façon durable, fidèle et répétée à des personnes parce qu'une institution ou une expertise professionnelle nous a demandé de la confier. Et donc ça, c'est la transformation en réalité profonde du numérique. C'est une profonde individualisation de la société. On a donné des pouvoirs aux gens, on leur a donné des responsabilités. Et parmi cette responsabilité, celle de définir la qualité de l'information ne dépend plus simplement de journalistes professionnels qui sont passés par des écoles, qui sont des experts et qui sont dans un univers très fermé et restreint auquel on nous a demandé de faire confiance. Mais la confiance est quelque chose qui se négocie. Alors on est dans une situation très troublée, je crois, parce qu'on a à la fois des sources d'informations de très mauvaise qualité et du fait de nos biais cognitifs, nous mettons en circulation des informations de très mauvaise qualité et tous les débats qui sont apparus avec les fake news l'ont fait apparaître. Mais ça ne veut pas dire que les internautes n'ont plus confiance dans les sources d'informations importantes, mais ils ont une autre manière de vérifier la qualité des informations et du coup de gérer la question de l'incertitude sur la certitude ou la profondeur ou la véracité des informations. C'est qu'ils veulent vérifier eux-mêmes, c'est qu'ils veulent croiser les sources, c'est qu'ils veulent être soumis à différentes réseau d'exposition aux informations. Et donc ce qui est en train de venir, c'est un peu maladroit, c'est un peu tumultueux, c'est un peu difficile en réalité. C'est que la question de la confiance n'est plus comme ça quelque chose qui est un gage donné de façon un peu crédule en réalité, mais la confiance devient l'objet d'une négociation et d'une négociation collective qui doit du coup se faire dans des conditions qui sont un petit peu difficiles parce qu'on sait qu'il y a des publics qui sont peu attachés aux critères que nous donnions autrefois à l'identification des sources de qualité et de confiance dans l'économie numérique. Donc ce que tu dis en fait, c'est qu'il y a une forme de réapprentissage.
nécessaire. Moi, je pense que le numérique, c'est de toute façon un apprentissage permanent. On est en train de découvrir un autre monde. Parfois, il nous fait, sur le sujet que je viens d'évoquer, il nous fait très peur parce qu'il a créé des incertitudes énormes sur les biais informationnels en circulation et qu'on doit réapprendre à vérifier des qualités de source, des recoupements, des zones du numérique dans lesquelles les choses circulent. Et donc, on doit apprendre autrement à être informé parce que les conditions dans lesquelles l'information aujourd'hui est produite et se diffuse se sont profondément transformées. Ok, merci Dominique. Donc en fait, un réapprentissage et des mécanismes d'adaptation qui, pour toi, Guy, en fait, sont naturellement acquis sans verser dans un optimisme BA, en fait. Pour toi, ça va bien se passer? Non, je ne veux pas qu'on en sorte en disant que je suis angélique. Non, je pense que je vais partager ce que vient de dire Dominique, qui est très intéressant, dans le sens où, oui, nous entrons dans un nouveau monde qui est en train de changer tous les codes, et en plus à une vitesse incroyable, ce qui crée immédiatement une anxiété. Je veux dire, c'est normal, hein, c'est tout à fait humain. Le problème, c'est que c'est comme un tsunami, en fait. Et vous avez deux façons d'y réagir. Soit de dire, eh ben, je vais me méfier de tout, je vais essayer de le bloquer, je vais essayer de le retarder, et puis le résultat des courses, eh ben, vous serez balayé. Soit, et là je vais faire appel au regretté Michel Serres, qui disait, ça ne sert à rien d'être pessimiste. Vous voyez, parce que finalement, le pessimisme est très populaire, hein, surtout dans notre pays. Hein. Il suffit de voir les ventes de livres qui annoncent l'apocalypse. Hein. Donc, et moi, je trouve que on doit se servir de ce tsunami comme d'une véritable vague qui peut nous porter. Vous voyez, donc c'est plutôt de façon positive de voir les choses, à condition évidemment déjà d'avoir confiance dans son avenir, confiance dans le futur, et surtout d'apprendre à surfer. Donc, il ne s'agit pas d'être passif. C'est pour ça que par rapport à ta question, j'ai réagi en disant que je ne veux pas avoir cette vision un peu naïve du sujet. Non, je dis juste, c'est comme une sorte de pari de Pascal. Ça ne sert à rien hein, de vouloir à tout prix résister sur quelque chose qui est inéluctable. Cette révolution est déjà là et elle ne fera que s'amplifier. En revanche, la façon dont nous l'appréhenderons, justement, et si on a confiance dans nos capacités, si on a confiance dans les formations que nous pouvons avoir, sur les outils que nous pouvons avoir, qui répondent à ce que Dominique a dit d'ailleurs, hein, tout ça, ça nous permettra d'avoir justement un futur qui soit, au contraire, beaucoup plus, j'allais dire, harmonieux, serein que celui qu'on a connu dans le passé. C'est en ça que je suis optimiste et positif. Donc en fait, de voir les opportunités que ça peut apporter, tout en sachant que sans être naïf, ça suppose un certain nombre de conditions qu'on aura peut-être l'occasion de voir plus tard. Juste un point sur les opportunités. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, de voir comment la santé peut se révolutionner grâce au numérique, comment l'industrie peut se réinventer, une industrie qui disparaissait de notre pays grâce à l'industrie du futur. On peut aujourd'hui avoir plus d'usines qui ouvrent en France qui en ferment. Notre administration, on parle toujours de désertification. Eh bien, le numérique peut être une réponse. Mais encore faut-il le traiter dans un sens qui réponde à l'attente, j'allais dire, de l'humanité, en quelque sorte. D'accord. Et ça, c'est pas chose facile. Alors, avant de te passer la parole, Isabelle, je m'aperçois que je vous ai présenté, je ne me suis pas présenté. Donc, je vais le faire tout de suite. Jérôme Jublin, donc, je suis dirigeant, membre des Entrepreneurs d'Avenir, dirigeant d'une société qui s'appelle Humanao, que j'ai créée. On aide en fait les personnes et les organisations à développer leurs mécanismes d'adaptation, donc à base de recherche en sciences neurocognitives. Et également, à double titre, président de l'Association lyonnaise d'éthique économique et sociale, sur lesquelles on a un thème cette année, qui est éthique et donc technologie numérique, sur lesquelles on va sortir un livre blanc. Donc voilà, ça, pour poser un petit peu le débat, on réfléchit à ces thèmes, et avec, donc bien sûr, au sein des Entrepreneurs d'Avenir. Donc alors, on a vu effectivement que cette transformation et ces mécanismes d'adaptation et d'apprentissage, avec quand même la conviction qu'on peut en faire quelque chose de très bon. Derrière, ça passe par cette notion du sens. Cette notion du sens, elle est indispensable pour le cerveau et pour utiliser un outil. Et donc pour ça passe par des usages donc vertueux. Alors Isabelle, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu avec Isaïd ce que tu as développé comme usage avec ton associé
qui est là d'ailleurs, Philippe. D'abord, juste avant de décrire, je reviendrai sur ce que Guy a dit, parce que, en effet, je trouve qu'on est trop pessimiste. Moi, avant Isaït, j'ai fait toute ma carrière dans des grands groupes, surtout américains, et c'est assez plus positif, je trouve. Moi, j'utilise le train du monde digital. Guy utilise le tsunami, mais peut-être que je vais utiliser le tsunami parce qu'en effet, ça va super vite. Donc, avec Philippe, on a co-créé Isaït. Donc, Isaït, c'est une plateforme socialement responsable qui donne du travail digital à des jeunes femmes sous forme de complément de revenus. Elles ne peuvent pas travailler plus de 100 heures par mois sur la plateforme pour leur permettre de réaliser un projet professionnel comme continuer à reprendre ses études ou devenir entrepreneur ou d'agrandir son champ, etc. Donc, on prend des projets digitaux d'entreprise, on découpe ces projets en micro-tâches et on appelle la full crowd. Et ces jeunes femmes se connectent sur la plateforme et en fonction de leurs compétences et appétences, choisissent le projet sur lequel elles souhaitent travailler et réalisent les tâches. Et notre modèle économique, on a décidé dès le départ, quand on l'a créé, on se positionne un peu comme une tech for good, d'utiliser la technologie pour le bien. 5% de nos revenus sont redistribués à un programme, Isaït Help, qui aide les plus défavorisés à travers 3 axes. L'éducation par des partenariats, parce que oui, le monde de demain est digital. Et oui, si vous n'êtes pas éduqué, c'est la fracture numérique, que ce soit en Europe, en Afrique et sur d'autres continents. Le deuxième objectif, c'est d'avoir des relais locaux qui vont justement aider ces jeunes femmes à passer de cette économie informelle, qui potentiellement à un moment donné peut payer plus que l'économie formelle, mais sur le long terme, ce n'est pas la bonne solution. Et le troisième objectif, c'est aider les plus défavorisés à cet accès à Internet qui est nécessaire justement pour vivre dans ce monde digital. Et donc, nous, aujourd'hui, on a décidé dès le départ de nous faire suivre par un cabinet, Kimso, qui mesure justement cet impact de donner de travail à ces jeunes femmes. Donc, 4 impacts ont été mesurés. Donc, le Women Empowerment, qui, quand on traduit en français par la confiance, je trouve que c'est assez réducteur parce que c'est beaucoup plus que ça. C'est une professionnalisation au monde digital. Je racontais que, en fait, oui, elles ont les outils digitaux, mais elles ne savent pas s'en servir. Et ça, c'est un sujet. C'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on est digital native ou qu'on va pouvoir naviguer dans ce monde numérique. Elles savent pas faire des recherches sur Internet. Elles savent pas travailler sur un tableur, elles ne savent pas mettre un profil LinkedIn, parce que demain, si vous voulez trouver du travail, il faut utiliser ces outils. Et puis, cette éducation. Et donc, moi, en tant que femme, je suis convaincue que justement, la technologie peut faire énormément de beaucoup de choses positives. Et en tout cas, c'est un vrai levier d'indépendance et d'autonomie financière pour la femme, parce que toutes ces jeunes femmes, et pas uniquement en Afrique ou en Asie où on opère, elles peuvent gérer leur vie perso, leur vie pro, au lieu de faire des heures de travail. Et donc, en fait, quand on regarde ce cycle, c'est qu'en fait, la jeune femme, elle rentre chez Isaït. Elle a un projet, elle veut continuer ses études, elle a besoin de 2 500 € pour faire son cours de télémarketing ou je ne sais quoi. D'abord, bien sûr, le premier rapport, c'est l'argent. Ça donne une certaine situation dans la famille. Et cette confiance, c'est juste incroyable. Elle va pouvoir lui donner l'envie, la niaque, de s'accrocher dans les moments difficiles, d'aller cumuler toutes les fonctions dans la journée. Et donc de créer, de croire à ce futur projet, de vouloir faire partie de cette vie future. Et puis nous, on croit beaucoup à l'intelligence collective et au partage. Donc on a créé une communauté. Aujourd'hui, on a 3 ans d'existence et on a à peu près 1100 jeunes femmes sur 24 pays, donc sur 4 continents. Et c'est juste incroyable comment elles s'entraident entre elles. Je pense toujours au Cameroun, mais il n'y a pas que le Cameroun. Le Cameroun, le Sud et le Nord, ils sont en guerre. Mais elles se parlent, elles s'aident, les plus seniors aident les plus juniors. Et à travers cette communauté qui est uniquement fermée sur les femmes, ça leur permet aussi de dupliquer justement cette confiance. Et en fait, au début, elles ont un peu un a priori en disant c'est la technologie, c'est une société en France, moi je suis là. Et en fait, cette confiance, elle se crée et elle voit que ça leur apporte tellement beaucoup de choses que elles ont envie d'avancer et de construire. Donc ce que tu dis, Isabelle, c'est qu'on peut avoir confiance dans la technologie qui alimente la confiance. Tout à fait, exactement. Okay. Merci pour ton témoignage. Alors là, on a un usage dans l'acronyme Tech for Good.
Donc voilà, dans l'anglicisme, pardon, pas dans l'acronyme. Alors là, on voit bien au niveau de l'humain, ça rend service à l'humain. Et de façon peut-être un peu indirecte, si on pose la question des robots agricoles de Naïo Technologies et de confiance. Gaëtan, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point parce qu'il existe? Bonjour. Donc à Naïo Technologies, effectivement, on fait des robots agricoles. Ce que je me suis rendu compte avec le temps un peu, c'est que les robots, ce que ça a de bien, c'est que c'est un symbole très physique, très concret, très pragmatique du numérique. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg du numérique. Et en tant qu'humain, en général, on aime bien les symboles parce que ça aide à réfléchir un peu. Et donc, je pense que le cas de la robotique est vraiment qu'un tout petit exemple, mais qui est très concret. Donc, toujours pour rester dans le très concret, nos robots, c'est des robots de désherbage. Donc, leur but, c'est aller gratter la terre, sarcler, pour ceux qui ont un jardin, qui ont déjà vu, biner, le terme agricole. Donc, on vient gratter la terre en surface, quelques centimètres, pour détruire les mauvaises herbes. Donc, c'est un peu le principe du robot aspirateur ou robot tondeuse que vous connaissez, mais appliqué au milieu professionnel de l'agriculture, donc chez des maraîchers, chez des viticulteurs. Donc voilà, on doit, le robot, désherber donc pour diminuer l'utilisation ou remplacer les produits chimiques, pour diminuer la pénibilité du travail. C'est très pénible pour ceux qui ont déjà désherbé une fois dans leur vie. Donc ça, c'est la partie facile. C'est bien si on dit on fait des robots qui désherbent mécaniquement et automatiquement, c'est chouette. Et par contre, le lien avec la confiance, c'est dire le robot peut très bien couper les herbes, mais il peut aussi très bien couper les salades, ce qu'il n'est pas censé faire. Et donc c'est tout con, mais faire confiance à un robot autonome de désherbage, ça veut dire je le lance au début de mon champ, qui représente tout mon chiffre d'affaires sur les prochains mois à venir. J'appuie sur Start et puis je m'en vais et j'espère qu'il a bien travaillé parce que sinon j'ai tout perdu. Voilà, donc encore juste un petit exemple concret, mais qui montre bien qu'il faut faire confiance à la machine pour arriver à faire ça. Et je pense on rejoint l'analyse de Dominique, ça se crée pas à pas. Au début, je peux vous garantir que nos clients, ils suivent la machine et ils surveillent chaque salade une par une. Et puis petit à petit, ils la surveillent d'un peu plus loin. Et puis petit à petit, ils vont faire complètement autre chose dans un autre champ une fois qu'il y a de la conscience. Ça, c'est pour la partie très concrète, métier de l'agriculteur. Et après, si vous voulez, plus tard, on pourra revenir sur des questions, mais sur toute la partie confiance aussi de la société en général vis-à-vis des robots dans l'agriculture. La nourriture, c'est quand même aussi, quand on parle de symboles, assez costaud pour les humains. Donc il y a toute une pression sociale autour de la robotique en général, on va peut-être pas en parler là, et encore plus de la robotique dans l'agriculture qui est un sujet sensible. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir parce qu'effectivement, c'est comment avoir confiance dans tout ce qui est algorithme, robot et on va dire machine par opposition à humain en fait. Donc ça pose vraiment cette dimension-là de la question. Donc alors en fait, si Internet était un pays, en fait ce serait le pays le 3e plus gros consommateur d'énergie. Donc, ce qui veut dire que si on veut développer une ère numérique digne de confiance, il faut quand même s'intéresser à l'aspect consommation. Et avec des acteurs donc, comme Recommerce, Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Recommerce, les indicateurs que vous en sortez et en quoi ça préfigure du futur? Bonjour à toutes et à tous, mais merci pour cette invitation. Donc, Recommerce, c'est un des acteurs qui a pour but de faire la révolution du commerce. Pour nous, la vision, c'est que le commerce, comme le disait Aristote, il n'y a pas de commerce sans confiance. Et l'enjeu, c'est de se dire, on va faire circuler les produits, on va arrêter le gaspillage des produits qui traînent dans un tiroir. Pourquoi ? Souvent par manque de confiance. On va garder son produit usagé dans son tiroir, puisque peut-être qu'on aura besoin. Si on le donne à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va en faire ? On a des doutes. Donc Recommerce, l'idée initiale, c'était de se dire, on va aider chaque commerçant à récupérer, à racheter les produits usagés de ses clients, en donnant confiance dans une économie circulaire. Donc on travaille avec plus de 7000 commerçants, on est 85 collaborateurs depuis 10 ans, et on aide des commerçants, comme ici présent dans la salle Bouygues Télécom, qui est un partenaire historique, où on va se connecter sur leur boutique pour que chaque vendeur va proposer à ses clients de racheter son ancien produit, pouvoir lui donner de l'argent, et puis nous, le produit, on va le récupérer jusqu'à une de nos usines, on va le tester, le reconditionner et le revendre. On va le revendre à des gens qui ont confiance. Et là, il y a un enjeu fort aussi dans le numérique, on va dire de seconde main, de donner confiance aux gens, de se dire on peut recycler des équipements technologiques. On peut acheter un produit reconditionné réparé. Et là, on a besoin de créer cette nouvelle confiance, cette nouvelle économie, ce nouveau commerce. Et là commence la difficulté, avec la peur pour ses données personnelles. Que deviennent mes données personnelles sur mon téléphone, sur mon ordinateur, si je revends mon ordinateur usagé, qu'est-ce que va devenir mon téléphone? La donnée est importante dans le monde du numérique. La question aussi de est-ce que le produit va marcher
technologiquement parlant, on parle de robots, mais un téléphone est un équipement ultra perfectionné. Donc comment on arrive à réparer un produit très high-tech dans un coût aussi acceptable ? Puisqu'il faut aussi donner un produit à un coût correct. Alors pas trop bas, puisque sinon on peut se dire pourquoi il est si peu cher, j'ai peut-être pas confiance pour le prix. Le prix est un indicateur aussi de confiance. Et puis après, il y a des enjeux juste de vérité, du discours de vérité, de pouvoir auditer, contrôler, et là contrôler physiquement. Donc par des normes, on a énormément d'audits, ISO 14001, 9001, des audits extérieurs, des audits externes, on a des audits de nos partenaires, les opérateurs télécoms, qui apportent aussi cette garantie d'aller contrôler ce qui se passe, les constructeurs. Et puis après, le bouche à oreille, c'est la clé de la confiance. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de nouveau commerce, il n'y a pas de commerce tout court si vos clients ne sont pas fidèles. J'ai entendu le mot fidélité. Moi, je suis effectivement très attaché. On essaye de faire qu'un client va être satisfait de son achat. Alors, on a des notes, avis vérifiés. On est attaché à être à plus de 4,5 sur 5. Et si on descend à 4,5, en bas de combat, on appelle les clients, etc. Donc, il y a un enjeu de comment créer justement cette ère de confiance pour pouvoir créer cette économie circulaire et éviter ce gaspillage. J'aimerais juste finir sur un terme et une notion d'ordre de grandeur. L'impact le plus important que l'on a sur la planète, c'est quoi ? C'est la production de biens manufacturés. À 80%, la production est le plus impactant. Ponctionner les matières premières primaires, les transformer, fabriquer un composant, l'assembler, le transporter, le réassembler, le livrer. Si on prolonge la durée de vie de tous les produits que vous avez chez vous, que l'on a, etc., on va amortir ce sac à dos écologique, on va amortir cet impact. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on doit faire pour limiter ce réchauffement climatique. Et si on arrive à prolonger un peu, de 10, 20, 30, 40% la durée de vie, eh ben on va avoir un impact pour nous, ce qu'on considère très très fort pour préserver nos ressources de la planète. Merci Benoît. Donc voilà en fait les différents axes de cette ère numérique avec, pour qu'elle soit digne de confiance, ce sont des fils qui sont tirés. Donc maintenant on va vous laisser la parole pour des questions. Donc qui a une question par rapport à qui s'inspire ? Qui veut poser cette première question ? Madame ? Bonjour. Comment, pour une personne qui ne serait pas avertie, comment elle peut arriver à distinguer les fake news des pas fake news, sans effectivement avoir le savoir-faire journalistique ou suffisamment numérique pour arriver à identifier les bonnes sources, etc. Mais en fait, tout est fait dans les réseaux sociaux pour aller vite, avec le scrolling, le partage, le j'aime, le machin. Et donc, par conséquent, les gens vont vite, ce qui est le contraire d'aller vérifier ces données. Donc, comment faire pour permettre des vérifications relativement rapides sans se transformer en journaliste d'investigation ? Alors, merci de votre question. Donc ça, c'est une question pour Dominique, forcément, on l'a bien compris. Simplement, je me permets juste de resituer. En fait, il y a effectivement dans cette ère numérique l'économie de l'attention. Et donc, à partir de là, c'est effectivement par rapport aux informations et aux fake news, puisque ça, c'est un des éléments, mais c'est vrai aussi de l'information commerciale, c'est vrai aussi, on pourrait parler de l'influence. Donc, en fait, c'est comment on pourrait assurer une influence. En fait, comment va évoluer l'influence quand on capte notre attention et qu'on automatise un peu nos réactions et nos comportements. Il y a de ça. Mais moi, j'aurais d'abord envie de vous dire que si une personne cherche à vérifier, c'est déjà gagné. C'est-à-dire que le problème, en fait, du fait de la captation de l'attention, c'est que nous ne cherchons pas assez à vérifier. Donc, en réalité, à partir du moment où on s'engage dans la démarche cognitive de se demander s'il y a un problème de qualité et qu'il faut vérifier, le truc est joué. Après, ce qui se joue, alors c'est vraiment, moi je crois, une redistribution de pouvoir. C'est ça qui est en jeu, en fait, avec le numérique dans nos sociétés. C'est de dire, je ne veux pas donner ma confiance aux professionnels de façon automatique, parce que je veux pouvoir moi-même faire cette enquête. Et donc les procédures ordinaires par lesquelles les gens font des enquêtes à partir du moment où ils se posent la question sont finalement des procédures qui ne sont pas très très loin du monde journalistique, c'est-à-dire qu'ils vont garder la qualité de la source. Et ça, il y a un travail éducatif énorme à faire, notamment pour les gamins qui sont en train d'oublier quelles sont les sources de qualité. Mais l'air de rien, il ne faut pas non plus être pessimiste là-dessus, parce que quand on regarde bien les enquêtes, les gens sont très attentifs
et ça reste le signal important, ils vont regarder du recoupement de l'information, et puis ils vont regarder, parce que le numérique, c'est le meilleur endroit pour voir si les informations sont vraies ou fausses. Hein. C'est-à-dire qu'une information fausse, factuellement, alors après, quand c'est pas factuel, hein, c'est différent, mais factuellement, elle ne circule pas longtemps, ou en tout cas, elle circule, mais elle circule débunkée. Et débunkée, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui disent « attention, c'est faux, regardez, la vraie source, c'est ça, etc. » Donc, en fait, ça demande une sorte de curiosité exploratoire. Et je voudrais prendre un tout petit exemple, c'est Wikipédia, parce que Wikipédia est le meilleur exemple de tout ce que j'ai dit. Quand Wikipédia est arrivé, en 2000, les gens ont dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Des articles qui ont été écrits par des gens qui n'ont pas de diplôme, est-ce qu'ils sont qualifiés, comment on sait que c'est intéressant ou pas, c'est tout pourri, les profs sont contre, les institutions sont contre, les élites sont contre, enfin on a eu tout un discours contre Wikipédia. Et puis c'est plus le discours d'aujourd'hui, les profs travaillent avec leurs élèves sur Wikipédia, parce qu'ils ont compris que lire un article Wikipédia, c'est de regarder s'il y a plusieurs personnes qui ont écrit dans l'historique, c'est de regarder la page de discussion, s'il y a eu des polémiques et s'il y a eu des vérifications, c'est de regarder comment un article est en phase ou n'est pas en phase. Et là, c'est la foule qui vient le dire sur les onglets de la page, avec les principes de production de la connaissance sur Wikipédia. Donc on est en train, et c'est pour ça qu'on est dans une phase d'exploration, dans la grande rupture, là, on est en train d'apprendre ces règles-là. Et le message, le cœur de ces règles, je reviens sur mon affaire, c'est que ça renvoie la responsabilité aussi vers les individus. D'une certaine manière, une société qui s'individualise, elle dit « je ne veux plus faire confiance aux institutions qui m'ont vendu de la fausse confiance pendant très longtemps ». Donc la confiance redevient une négociation collective entre les individus et des institutions dont nous avons toujours besoin. Alors, avant de te passer la parole, Guy, juste pour... en fait, dans le cerveau, au niveau biais cognitif, il y a un biais qui est connu, c'est le biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, je vais voir ce qui va dans le sens, mais si j'ai 10 propositions, qu'il y en a 9 qui vont dans le sens contraire et une qui va dans mon sens, forcément que je vais voir celle-là en priorité. Donc, typiquement, en fait, ça pose la question de la pensée critique et du débat. C'est-à-dire que beaucoup, on arrive à une notion de binarisation où en fait, on est soit pour, soit contre, et on le voit au niveau sociétal globalement. Et donc, se réapproprier la pensée critique, nous, par exemple, on est convaincus qu'on doit aller dans cette démarche-là, qui n'est pas une démarche de formation, qui n'est pas une démarche d'éducation, qui est beaucoup plus à la fois globale et transversale que ça. C'est dans l'ère numérique, pour se développer, arriver à se réapproprier la notion de débat et d'échange contradictoire, se réapproprier la notion de pensée critique, et se réapproprier aussi le questionnement collectif. C'est-à-dire que là, il y a eu la notion de groupe qui a été évoquée de communauté qui a été évoquée par Benoît. Et comme tu dis, Dominique, on en est juste au tout début. Donc forcément que là, effectivement, il y a un mécanisme d'apprentissage à mettre en place qui prendra du temps. Guy. Oui, je voulais d'abord remercier Madame. À moins que vous vouliez compléter. Oui, j'ai juste un complément, je ne vais pas monopoliser, mais c'est un petit complément. Ce que vous dites, je le partage totalement et je pense que jusqu'aux messieurs qui sont à droite, c'est OK. Il y a des personnes qui ont fait des études auprès de lycéens et les lycéens ne sont pas du tout dans notre frame, enfin, j'arrive pas à retrouver mindset, enfin, vous avez compris, notre cadre de référence qui va avoir connu l'esprit critique, qui va avoir connu certaines choses et résultat, ils sont enfermés dans un environnement médiatique où cette question-là ne se pose même plus. Et là, on a un souci. Alors, madame, moi, ça tombe très bien parce que j'allais abonder dans votre sens. Voilà. C'est-à-dire que votre question, même, je peux l'élargir à autre chose que l'information. C'était ce que je voulais illustrer par mon surf sur la vague, en quelque sorte. Hein. Il faut apprendre à surfer. Et... juste pour l'anecdote, dans mon livre, j'ai pris un chapitre que j'ai titré « Lire, écrire, calculer, coder ». Alors, j'ai été très critiqué là-dessus parce qu'on m'a dit « Mais écoute, tu ne vas pas apprendre à faire du Fortran à des enfants de 6 ans ou du basique à des gamins de 3 ans ». En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est exactement ce que vous étiez en train de dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui aller à l'école sans se former et se préparer à ce nouveau monde. Et vous pouvez regarder d'ailleurs, c'est très intéressant ce qu'a fait notre ministre Blanquer. D'abord, il a mis le coding à l'école depuis l'école primaire. Vous pouvez regarder l'option sciences des technologies en seconde et vous verrez, madame, qu'il y a un gros chapitre sur ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas fait ça depuis 10 ans, hein, mais aujourd'hui, je crois qu'il est absolument impératif de donner à nos enfants un niveau, alors je vais dire le mot qui fait peur, informatique, hein, mais on peut trouver d'autres mots pour être plus pédagogue, hein, niveau numérique. Mais en fait, c'est
c'est une éducation maintenant de base pour se préparer d'abord sur les sujets que vous avez évoqués, qui sont parfaitement importants, mais j'allais dire plus généralement à être un citoyen dans une société numérique, et troisièmement, être un travailleur dans une société numérique où le numérique va prégner tous les métiers. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de métier sans une implication numérique. Par conséquent, si on ne fait pas ça depuis le plus jeune âge, eh bien, on risque de se confronter au tsunami. Merci Guy. Donc, merci pour cette contribution. Donc, on note bien l'axe. Il y a une deuxième question, je crois. Oui, bonjour. Alors, moi, je me dis que pour construire une ère numérique globalement digne de confiance, il y a besoin d'adresser un certain nombre en fait, de raisons d'être en défiance envers certains aspects du numérique. On a évoqué les fake news, on parle de l'éducation des enfants, il y a aussi il y a des risques de prédateurs face aux enfants. Il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur la data personnelle qui est conservée. Bref, en fait, ma question c'est quelles sont justement les grandes menaces qui font que les gens peuvent avoir de la défiance envers le numérique et comment on les adresse? C'est une question très large, donc sous l'angle de la data peut-être. Alors, Benoît? Alors, nous, très concrètement, vous pouvez acheter un produit qui va vous exploser à l'oreille via des sites internet, des produits qui viennent directement de Hong Kong. Vous pouvez avoir des produits justement qui ne vont pas être sécurisés, qui ne vont pas marcher, parce que vous avez acheté un des gens auxquels vous n'êtes pas renseigné avant. Et beaucoup de jeunes font ça à cause des marketplaces d'ailleurs. Vous pouvez sur marketplace acheter n'importe quoi, à n'importe qui, sans savoir est-ce que la personne ou la structure derrière, est-ce qu'elle a un service après-vente, est-ce qu'elle respecte les normes européennes, est-ce qu'elle a même des personnes qui respectent les réglementations internationales de l'OIT, qui ne font pas travailler d'enfants. Et vous pouvez acheter maintenant sur Internet ce que vous voulez. Ça va de la drogue à des armes et à des produits contrefaits de mauvaise qualité. Donc il y a un vrai enjeu pour moi déjà de savoir bien acheter et pas acheter n'importe quoi pour ne pas se mettre en risque physique. Pour moi, c'est déjà le risque physique. Après, il y a d'autres enjeux, et là, je vais peut-être créer un peu de polémique, mais je ne suis pas d'accord avec monsieur dans le sens où, avant d'apprendre à avoir confiance dans le numérique, il faut déjà avoir confiance en soi. Et moi, je suis donc papa de 2 enfants, je suis entrepreneur depuis 15 ans, et quand je recrute quelqu'un, on a presque 300 personnes recrutées dans la société, première chose qu'on va poser, c'est est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu vas te poser les bonnes questions? Est-ce que tu vas être dans une recherche une recherche-action? Voilà. Et ça, c'est la clé pour moi, et je crois beaucoup à la pédagogie Montessori, qui n'est pas d'apprendre à maîtriser un outil, mais d'apprendre avant tout à apprendre. Et l'outil, il faut pas, c'est pas une fin en soi. On aura peut-être d'autres outils que le numérique bientôt. Et donc, du coup, il faut déjà se préserver soi-même. C'est la priorité, physiquement, son intégrité physique et mentale, et éviter tout ce qui est harcèlement, et puis éviter après tout ce qui est détournement d'argent. Donc, pour moi, voilà, c'est 3 niveaux de risque, sécurité physique, mental, d'harcèlement, et puis monétaire, de ne pas se faire voler sa carte bleue, ses codes et mots de passe, et puis ses données derrière, puisque des données personnelles peuvent permettre de faire après les 4 autres, chantage, vol, et puis potentiellement harcèlement. Moi, c'est ça que je verrais comme risque. Alors, dans cette notion de risque, en fait, il y a aussi la couverture par rapport à la technologie et quelle est la réponse technologique. Donc là, en fait, au niveau intervenant, mais il y en a peut-être parmi vous dans la salle, au niveau blockchain. Blockchain, typiquement, on a l'enregistrement des données avec une intégrité qui est réputée, même si c'est très consommateur d'énergie et que c'est encore une technologie qui est en état de développement, qui n'est pas généralisée en termes d'usage, qui a été vraiment spécialisée surtout dans tout ce qui est Bitcoin et monnaie virtuelle. L'idée, c'est que maintenant, on commence à avoir des blockchains pour, par exemple, la traçabilité alimentaire à petite échelle. Donc, on en est vraiment au tout début. Il y a ce côté expérimental. Donc là, en fait, la notion, c'est plus sur une notion de contrat pas seulement commercial, puisque maintenant, en fait, quand Amazon dépose des brevets, comme ces jours-ci, sur l'empreinte, qui n'est pas l'empreinte digitale, mais qui est l'empreinte de nos vaisseaux sanguins, comme pour pouvoir payer en trace de paiement physique, l'idée, c'est que le contrat, en fait, va être passé entre l'individu et le système, on va dire, au sens large. Donc, les garde-fous, pour répondre à votre question, qui est une question très vaste, encore une fois, je pense qu'il y a effectivement l'aspect de la confiance des personnes en tant qu'individus, en tant qu'humains, et puis tous ces outils, finalement, quelle est l'intention et quels sont les garde-fous derrière
qui peuvent attenter à nos libertés ou pas. Donc ça, c'est tout le côté liberticide. Donc, je ne sais pas, après, si parmi vous, Dominique, tu veux rajouter un élément ? Moi, pour quand même rentrer dans le sens de votre question et mettre un peu de mauvaise ambiance, on a quand même des raisons assez fortes de penser qu'il y a des soucis forts avec le numérique. Donc moi, je partage l'idée que c'est ça, je suis plutôt un optimiste du numérique, mais il y a des enjeux aujourd'hui qui font qu'il y a une défiance montante à l'égard du numérique. Et ça s'observe sur plein de choses. Sur la bulle de filtre dans les réseaux sociaux, sur la capture de l'addiction par des designers très très habiles, sur l'usage des données commerciales par un marché publicitaire qui, je l'assume complètement, est complètement pourri pour nous envoyer de la fausse pub personnalisée qui se colle comme un sparadrap au drap et dont on n'arrive pas à se débarrasser, par les États qui sont en train de surveiller les entreprises, par le fait qu'on consent à des CGU avec des acteurs dont on ne sait pas très bien à qui revendre les données, comment, même si les choses s'améliorent. Alors, les choses s'améliorent parce qu'on est dans ces phases de transition, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'une méfiance de nos sociétés à l'égard du numérique aujourd'hui. Alors moi, je pense que cette méfiance est bien parce que c'est le début de la critique. C'est-à-dire, on est vigilant, on fait attention. Et du coup, il faut que le numérique apporte des solutions qui soient des solutions raisonnables, de stabilisation, de garantie. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est qu'en fait, le numérique, il peut aussi apporter des réducteurs d'incertitude. Mais il faut qu'il soit honnête, qu'il soit transparent, qu'il soit vérifiable, qu'il soit accountable, etc. Bon, moi, j'ai un exemple que j'aime bien, mais qui montre quand même à quel point on a peur aussi. On est dans une société qui a peur. Moi, quand j'étais gamin, je faisais du stop et mes parents ne m'engueulaient pas parce que je faisais du stop. C'était un truc normal. Donc, j'avais confiance pour monter dans une voiture d'un inconnu qui allait mener dans une autre direction. Aujourd'hui, plus aucun parent soutient l'idée, mais attention, c'est très dangereux, c'est problématique, etc. Donc, il y a en fait une défiance de plus en plus forte, une peur. Et on cesse de voir les taux de confiance, de cette confiance immédiate, de cette confiance spontanée, de cette confiance qu'on donne dans la relation sociale aux autres, ne cesse de diminuer. On veut de la sécurité partout, on veut être garanti de plein de choses, etc. Comment le numérique répond à ça ? Il met des systèmes de notation. Et donc, on a réduit l'incertitude sur le chauffeur, la voiture dans laquelle on va monter, parce qu'on sait que le chauffeur a 4,8 et que c'est mieux que 4,5, parce que c'est vrai qu'à 4,5, ça commence à devenir mauvais. Donc, on voit bien. Mais alors, est-ce que c'est toujours la meilleure solution? C'est-à-dire que finalement, est-ce que trouver une solution technologique ou bien d'adapter des dispositifs comme ça ne nous a pas fait perdre quelque chose de cette sorte d'immédiateté de la relation à autrui dans des situations d'incertitude que nous jugeons totalement aventureuses aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas le numérique qui en est responsable, mais c'est vraiment des transformations qui sont liées à la montée du sentiment d'insécurité et à l'usage politique, à l'usage qui est fait pour mettre ce thème au centre de nos préoccupations, qui a profondément, je crois, transformé la relation à la confiance dans nos sociétés. Donc avec le côté humain, effectivement. Isabelle ? Je voulais juste rebondir sur justement la techno qui va aider à repérer le mauvais chauffeur, etc. Donc moi, je trouve que c'est plutôt positif à la limite. Je pense que aussi, je vois dans le cadre d'Isaït, la technologie permet d'avoir aucune frontière. Et le fait qu'on puisse discuter de façon facile avec des personnes à l'autre bout du monde, ça permet aussi, j'ai envie de voir le côté positif, d'avoir une meilleure tolérance puisqu'on découvre d'autres personnes d'un monde différent, de cultures différentes, de religions différentes, etc. Et c'est la facilité de pouvoir dialoguer à travers le monde avec plein de personnes permet justement d'augmenter, je trouve, cette confiance et peut-être d'échanger ce qui fait la valeur ajoutée de certains pays, certains continents, c'est-à-dire apprendre de l'autre. Je pense que moi, en ouvrant Isaït sur le continent africain comme premier continent, bien sûr, ce que je vais dire, c'est cliché, mais pourtant, c'est ce que je vois tous les jours. C'est-à-dire, bon, c'est un peu le bazar, ça fait un peu la notion du temps. Je me rappelle quand j'ai commencé, on m'a dit sois patiente avec un grand P, parce que voilà. Mais il y a une richesse de relations humaines qui est juste incroyable. Et donc, justement, cette technologie qui permet justement la communauté entre ces différents peuples, moi, je me dis, je vais vous apprendre à peut-être être un peu plus structuré, à faire des choses différemment. Et vous, en contrepartie, cette chaleur humaine qui, justement, il ne faut pas déshumaniser les rapports, remettons cette humanité. Et s'il n'y avait pas cette technologie, on ne pourrait pas le faire. Je dis toujours à ma fille de 24 ans, toi, tu as la super chance, tu gardes encore tes amis. Moi, j'avais plein d'amis, mais mon premier portable, j'ai eu quand j'avais en
96, et donc je ne vous dirai pas quel âge j'avais, mais bon, j'avais... voilà. Et donc, c'est aussi un super moyen de continuer, quoi. Alors en fait, effectivement, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quand on apprend à connaître l'autre, du coup, on peut développer à la fois la confiance dans le rapport à l'autre et l'empathie, puisque ça marche par cette cercle concentrique, effectivement. Une autre question ? Il y en a deux. Oui. Tout d'abord, merci. Je trouve ça passionnant. En fait, j'adhère à tout ce qui a été dit, mais il y a un angle que je voulais rajouter en plus. Donc là, dans les pistes pour tendre vers une ère numérique digne de confiance, on voit qu'il y a des logiques d'empowerment. On veut outiller les citoyens, les aider à réapprendre. On veut que le numérique lui-même apporte sa contribution, réduise l'incertitude. Enfin, on est dans une sphère où c'est aux citoyens, aux acteurs eux-mêmes de prendre des initiatives, et c'est hyper important, et c'est peut-être là que la réponse est la plus importante. Il n'empêche, il y a aussi la société, il y a des règles, il y a des autorités publiques. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un pays où quelqu'un qui vend de la viande de cheval en disant que c'est du bœuf finit en prison. Je me demande si on n'a pas internalisé le truc et on s'est habitué à une forme de tolérance. Nos données sont pillées, volées, exploitées, voire même instrumentalisées pour manipuler des élections. On achète des produits, comme le témoignage a été fait tout à l'heure, en se faisant complètement avoir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à un moment donné, la société, là, je ne veux pas que les gens aillent en prison, je ne veux pas punir tout le monde, mais peut-être, par exemple, le name and shame, la dénonciation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire au niveau de la puissance publique, de la justice, pour aider les citoyens à réellement décider en connaissance de cause? Parce qu'à mon avis, il ne suffit pas de faire tout ce qui est évoqué. S'il n'y a pas les informations pour que la citoyenne ou le citoyen puisse décider en connaissance de cause, s'il est éduqué, il décidera jamais rien de valable. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de sursaut à faire? Et finalement, on vit quand même dans une société où il y a une lutte contre la fraude, enfin, il y a tout un tas de secteurs qui sont régulés. Il y a des institutions. Hein. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres initiatives à prendre pour réguler un petit peu plus, sans pour autant brider l'entrepreneuriat et l'innovation? Mais moi, j'ai l'impression qu'on a pris un petit peu retard et quelque part, on s'est habitué à une forme de tolérance qui peut-être crée désormais une belle difficulté. Guy ? Oui, moi je trouve que d'abord, tous ces dangers, tous ces risques qui ont été évoqués n'ont pas attendu le numérique. Hein. Ils ont existé avant le numérique. Alors, ce qui est vrai, c'est que le numérique a créé de nouveaux risques. Et vous les avez très bien décrits tous. Hein. Et simplement, le problème que nous avons, c'est que nous essayons de se protéger de ces risques, de se protéger de ce futur, en quelque sorte, avec des règlements, des lois du passé. Bon, par exemple, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une évolution dans les formes d'emploi. On veut travailler quand on veut, où on veut. Quand on est dans l'informatique, on est devenu des stars, et alors on veut être des freelances, auto-entrepreneurs. Bon, eh bien, alors sur Deliveroo, c'est vrai que ça pose un problème. Sur les freelances informatiques, eh ben, ça pose un autre problème. Donc il va falloir quand même réfléchir à un cadre fiscal, social, juridique, syndical, enfin, je vais tout mettre, mais enfin adapté à ce nouveau monde. Et c'est tout le problème que nous avons. Nous essayons de progresser dans ce nouveau monde avec des lois du passé, et ça ne fonctionne pas. Or, j'ai un contre-exemple à ça, que je voulais vous citer, qui répond plus précisément à votre question, c'est le RGPD. Voilà, tout le monde tape dessus. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est le règlement général de la protection des données qui a été réalisé par l'Europe et qui force maintenant toutes les entreprises vraiment à avoir une discipline dans sa gestion des données vis-à-vis de ses clients. Alors c'est très emmerdant pour les entreprises. Il ne se passe pas une réunion, je n'ai pas un COMEX dans ma boîte sans que notre DAF me dise « j'en ai marre du RGPD ». Et ma réponse est toujours la même. Je dis « mais si tu étais le client, qu'est-ce que tu dirais ?» Ce qui est notre cas. Et ça répond à tout ce que vous avez dit. Donc aujourd'hui, nous sommes, et comme l'a dit Dominique, dans une période un peu dure, parce que c'est une période de transition. Mais si nous arrivons, et c'est pour ça que c'est très important qu'on se prenne en main, si nous arrivons à créer ce cadre, eh bien, nous aurons une utilisation, une réponse harmonieuse à tous ces risques, tous ces dangers qui ont été évoqués. Si on laisse la jungle, moi, je garantis plus rien, évidemment. Mais je pense que nous pouvons avoir des réponses très raisonnables, très positives,
très positive à tous les enjeux qui ont été évoqués, et en particulier celui de la propriété des données qui aujourd'hui est vraiment à l'ordre du jour. Et puis au niveau de puissance publique, il y a toujours eu un décalage entre la technologie, le progrès, on va dire tel qu'on l'appelait, et toutes les réglementations et les lois qui ont suivi. Et la puissance publique n'a jamais été en avance et n'a toujours été en décalage au niveau de l'automobile, à tous les niveaux. Donc ça a été comme ça. Donc aujourd'hui, par contre, on vit quand même une transition assez rapide. Et cette transition rapide, on expérimente, parce qu'en plus de ça, on est face à des choses qu'on n'a jamais vécues, donc au titre individuel et à titre au niveau sociétal. Et en plus de ça, on a tout ce qui est la notion de nation, maintenant, où en fait, les fonctions régaliennes, on le voit bien, et au Liberté Living Lab, Thomas, vous êtes bien placé pour savoir que pour réinventer ça, il faut des lieux, des tiers-lieux et des labs dont vous faites partie, quoi. Donc effectivement, Dominique, tu voulais rajouter une chose ? C'était un tout petit mot, parce que bon, moi je partage l'idée que le numérique est né libertaire en réalité, et donc avec une hostilité toujours constante et libérale par la suite à la régulation et à l'État. Mais là on sent bien qu'on a besoin de l'institution, on a besoin de renormer un certain nombre de choses. Je suis d'accord pour dire qu'il faut être très attentif pour tenir compte des spécificités, qu'il y a parfois l'État intervient à mon avis, et je ne fais que donner un avis à mauvais escient, loi sur les fake news par exemple, c'est complètement idiot. C'est assez idiot. Mais il y a en revanche des endroits où on a besoin de régulation. Et alors, ce qui est très frappant quand même dans l'institution, le retour de l'État pour réguler, c'est qu'il ne régule pas les endroits qui seraient très importants, par exemple la fiscalité et la taxation, puisque nous venons d'abandonner ce dossier face au lobby américain, là, hier. Ou bien sur un sujet, moi, qui m'intéresse, qui est les algorithmes et la régulation des algorithmes. On ne peut pas, et là, c'est vraiment un discours sur la confiance derrière Google, Facebook, etc. Faites-nous confiance, on sait faire. Ben, non, on ne peut pas leur faire confiance. Voilà. Et donc c'est ça qui est nouveau, et c'est nouveau parce qu'il y a cette idée que les individus veulent être responsables, ils veulent enquêter, ils veulent explorer, etc. Et ils ne veulent pas qu'on leur dise « faites-nous confiance ». Et donc là, on a vraiment besoin d'inventer des régulations dans lesquelles la puissance publique, avec les chercheurs, avec les associations, avec les etc., puisse aller enquêter chez Facebook et chez Google sur la manière, faire du rétro-engineering sur la manière dont ils processent ces données, précisément parce que ça détruit la confiance des utilisateurs. On voit le discours se généraliser. Moi, c'est des sujets d'enquête qu'on voit bien. Maintenant, les gens sont voilà, de plus en plus sensibles au fait qu'on n'est pas sûr que le calcul de prédiction qui nous met ça ou ça n'a pas été biaisé en fonction de tel ou tel intérêt, telle ou telle politique, telle ou telle donnée initiale. Et ça, on a, je crois, besoin de remettre du commun. Et le commun, il passe par la puissance publique et il passe par une autorité de régulation qui s'est dotée d'équipes d'informaticiens suffisamment compétents pour avoir une discussion un peu sérieuse et pas se laisser balader par les GAFA. Parce qu'ils nous disent, faites-nous confiance tout le temps dans ces relations. Moi, si je pouvais compléter, on sait que 80% des commerçants fraudent la TVA. C'est un chiffre qui a été annoncé par le ministère de Bercy. Ils sont mis à regarder, ils voient que plein de commerçants qui vendent sur Internet oublient malheureusement de payer de la TVA. Donc si l'État même se défend pas et défend pas la fiscalité, il y a un vrai problème déjà pour après défendre chaque citoyen. Et là, on a un vrai souci d'économie mondialisée qui est plus du tout contrôlée. Et donc, quelle place de l'Union européenne, quelle place de barrière à l'entrée, quelle place pour gérer le vrai commerce. Et là, il y a des vraies distorsions de concurrence qui impactent énormément l'économie, les commerçants physiques, les commerçants numériques qui respectent les bonnes pratiques. Donc la question qu'on pose d'ailleurs régulièrement à l'État, à l'Assemblée nationale, au Parlement, etc., et à l'Union européenne, c'est comment on crée un cadre de confiance et un marché physique, puisqu'on parle quand même de choses physiques. Il ne faut pas imaginer que, avant tout, s'il y a du numérique, c'est pour faire transiter du service et des produits physiques. Et donc, du coup, comment on régule ce service ? Et là, l'État a toute sa place, sauf que c'est une question aussi de décision politique et qu'il ne faut pas négliger dans le numérique, comme vous le disiez très justement notre sociologue, c'est que c'était libertaire, c'était une décision politique de dire que le numérique est un outil accessible à tous. Maintenant, quelle est la décision politique de ce qu'on veut faire du numérique ? Et là, c'est une décision, c'est une discussion qu'il faut avoir et qui est peu ouverte actuellement au débat public, qui est quel numérique et quelle gouvernance du numérique. Ok. Madame ? Bonjour. Moi, j'ai l'impression qu'en ces temps d'individualisme et de personnalisation, la confiance s'est reportée des institutions ou des sachants vers ses pairs. Donc c'est l'autre acheteur de téléphone sur e-commerce ou l'autre acheteur de robots ou l'autre participant à Isaïd qui va me donner confiance plus que... voilà. Donc moi, je voudrais poser la question de comment, en tant qu'entreprise, vous l'utilisez, vous
vous le favorisez, quel rôle ça joue dans la construction de la confiance de vos clients envers vos solutions, et puis plus largement, quel danger ça pose, parce qu'on a vu que même sur Facebook, il y a des faux profils et que ça diffuse des choses qui sont... voilà, donc une question à deux parties. Qui veut répondre ? Je vais juste donner une petite illustration par rapport à votre question. Alors nous, moi j'ai une entreprise de service du numérique, mon seul problème c'est de recruter. Alors voilà, c'est tout, j'ai du business par-dessus la tête. Moi, j'ai besoin de gens. Alors, pour les attirer, alors il y a des tas de méthodes, on fait plein d'offres d'emploi, etc., de toutes les méthodes possibles, mais il y en a une sur laquelle, moi, je crois qu'il y aura vraiment quelque chose de plus en plus important, parce que j'abonde complètement dans ce que vous dites. C'est un outil qui s'appelle Glassdoor. C'est-à-dire que vous avez là le TripAdvisor de l'emploi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore totalement un standard, mais j'ai la conviction que dans 5 à 10 ans, il n'y aura plus un salarié qui acceptera une offre d'emploi avant d'aller voir Glassdoor. Alors ça consiste exactement comme TripAdvisor, donc des salariés ou d'anciens salariés vous mettent une note. Alors je vais être humble pour vous donner celle d'Open, comme ça vous avez une idée. En fait, et ça c'est très important, comme vous l'avez dit, parce que sur TripAdvisor, quand un resto a 10 avis, on a compris, hein, c'est la belle-mère, c'est le neveu, etc. Quand il a 500 avis, ça commence à avoir de la valeur. Donc, pour Open, sur Glassdoor, aujourd'hui, j'ai 240 avis. Ce n'est pas extraordinaire, hein, mais ça commence à vouloir dire quelque chose, et on a une note de 3,7. Voilà. C'est sur 5, comme d'habitude, hein, comme les taxis. Comme ça. Et vous voyez, madame, j'abonde à fond dans votre logique là. C'est que on ne peut pas baratiner. Une note de 3,7, c'est bien. C'est pas terrible, mais c'est bien. Et 240 avis, ça commence à compter. Le jour où j'aurai 1000 avis et je serai noté 4, je dirais, bon, ça va, c'est super, je suis sûr que j'aurai beaucoup plus de facilité à recruter. Et je pense que, après tout, c'est plutôt bien, moi. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, vous voyez. Donc ça va plutôt dans le bon sens, pour moi, selon toi. Ok. Gaëtan ? Oui, juste, et notre rôle d'entreprise dans cette situation, je pense que c'est surtout un rôle de facilitation. Effectivement, ça va rester l'autre utilisateur de robot qui est le meilleur juge pour expliquer à un potentiel futur utilisateur si c'est bien ou pas bien, pour quelle raison. Nous, on peut juste inciter les gens à dire, renseignez des commentaires, soyez disponibles, participez sur cette communauté d'utilisateurs qu'on essaye de créer. Mais après, si on est autre chose que facilitateur, on biaise la visibilité. Ouais. Mais ça, c'est ce qu'on peut faire pour amorcer la pompe en attendant qu'il y ait des plateformes de notation de robots agricoles avec des centaines d'utilisateurs. Notre job, c'est juste faciliter les échanges entre les pairs en faisant attention qu'ils soient satisfaits, parce que si on facilite des insatisfaits, ça ne marche pas. Mais si on vend des choses qui ne satisfont pas, de toute façon, ça ne marche pas. Donc, voilà. Isabelle ? Nous, en fait, on a 2 axes au niveau de la confiance. On a que les filles qui travaillent pour nous, qui sont dans des pays émergents, aient confiance de travailler dans une plateforme. Donc, par exemple, juste pour vous donner, on a fait une campagne Facebook, c'est notre moyen le plus rapide de recruter des nouvelles jeunes femmes, il y a 3 jours, à destination de l'Amérique du Sud, parce qu'on cherche des Espagnols, enfin qui parlent espagnol. Et donc plein de filles disent « Ok, oui, je suis étudiante, j'ai des problèmes d'argent, ça m'a l'air bien, mais est-ce que je peux parler à quelqu'un? Où êtes-vous basé? Qui êtes-vous » Et nous, on dit « Non, tu ne peux pas nous parler, lis ce qu'il y a sur le site, etc. » Et donc, il va falloir établir ce chit-chat. Hein. C'est ce qu'on fait à travers Facebook. On lui donne toutes les informations, etc. Dans les pays où on n'est pas présent, c'est difficile de lui dire parle à des copines autour de toi, etc. Même si aujourd'hui, la première source, c'est la cooptation, quoi. Et puis de l'autre côté, vis-à-vis des clients, nous, en fait, chez Isaït, on a créé la boîte avec des valeurs assez profondes auxquelles on croit tous. En tout cas, les 2 cofondateurs, et on essaye que l'équipe de 14 croit à la même chose, qui sont la transparence, l'honnêteté, l'équité, etc. Et en fait, nous, la confiance que les clients mettent en nous, c'est parce que on dit toujours la vérité, c'est-à-dire si on a raté un truc et que et en fait, pour moi, je reviens un peu au début, ce qui a été dit, ça a été dit, la confiance maintenant, ça se gagne, etc.
c'est pas automatique, mais pour moi, de toute ma vie, ça n'a jamais été automatique. Moi, j'ai toujours, dans ma vie professionnelle, accordé ma confiance, même si parfois elle a été bafouée, mais tellement peu par rapport au côté positif que ça a donné en tant que manager, de donner confiance, si je parle dans le niveau professionnel. Mais j'explique toujours que faut montrer un peu patte blanche, il faut que ça se construise. La relation avec le client, la confiance, même si certaines boîtes disent « Ah bon, vous allez faire travailler des jeunes femmes en Afrique, alors mes données, oui, on est compliant RGPD et on a signé BNP, Société Générale, La Poste, des boîtes françaises qui, elles savent qu'ils font travailler des jeunes femmes africaines, peut-être dans un cybercafé, parce qu'on a mis tout ce qu'il fallait autour dans la technologie, et puis cette confiance, elle se partage, et un client content, il va en parler, et on sait tous qu'il y a toujours des failles. Je pense que ce qui est important de tenir, c'est de dire, de partager et d'être honnête. Ce qui, je pense, crée une brèche, c'est quand on commence à utiliser des mots technologiques pour cacher un trou qui, en fait, est en train de faire du désastre. Merci. Benoît ? Alors effectivement, la confiance n'empêche pas le contrôle, au contraire, il faut du contrôle. Donc notre réponse, c'est qu'il faut auditer, il faut faire auditer. Nous, on aime bien parler du marché de l'agriculture biologique. Le marché s'est développé parce qu'il y a eu un label qui s'est développé par des professionnels qui sont allés contrôler ce que faisaient leurs voisins. Ils ont déjà eux-mêmes défini leur propre référentiel de qualité. Ensuite, ils sont allés voir ce que faisait le voisin de manière collaborative. Et ensuite, ce référentiel, ils l'ont cédé au ministère de l'Agriculture en France, puis à l'Europe. Nous, on pense beaucoup à ça, à faire le label AB du reconditionné, et donc de pouvoir enclencher des contrôles, des audits par des certificateurs qui vont voir que quand on répare un produit, on le répare de la bonne manière, qui est définie par les professionnels, avec toute instance et ouvert aux différentes parties prenantes. Donc la première réponse, c'est des contrôles. Et contrôle institutionnel, idéalement, quand l'État peut, mais l'État a de moins en moins de moyens. La DGCCRF, quand on va les voir, ils nous disent « Ah là là, si on contrôlait tous les acteurs qui venaient sur Internet, on n'arriverait plus à travailler. » Ok. Donc l'État nous dit « C'est très bien votre label, mais par contre, on ne peut pas vous aider. Parce que si on aidait tous les gens qui voulaient faire un label, c'est compliqué. » On en est là dans la dialectique label. Alors les industriels nous suivent. Moi, je suis aussi, je ne l'ai pas dit, mais je suis président de la Fédération du réemploi et de la réparation. Et collectivement, c'est aussi notre réponse, on essaye de trouver des réponses collective. On recherche, on assume qu'il y a des manques, on le dit haut et fort, qu'il faut que chacun s'engage à construire cette nouvelle économie. Donc on se pose des questions, on dit voilà, il y a des manques, comment on fait ? On n'est pas parfait, mais on l'assume. Donc mon deuxième point, c'est de l'engagement. Ça demande énormément d'engagement personnel, et c'est des engagements forts où, nous, quand on a monté Recommerce en 2009, c'était de l'authenticité et de la confiance interpersonnelle. Les clients, quand ils nous ont acheté des produits, c'est parce que c'était à Benoît que j'ai acheté mon produit. Et c'est Benoît qui potentiellement répond au téléphone. Benoît ou Pierre-Étienne ou Antoine. Et encore maintenant, si la société se développe, comparé à d'autres, c'est qu'on s'engage 100%. Donc ça, c'est un autre point. Et on demande à nos collaborateurs d'être engagés. Et cet engagement, il passe par aussi un projet de société, un projet fort. Et puis après, ça demande aussi de l'autocontrôle avec, de la partie collaborative où on demande à nos clients d'évaluer leur expérience. Donc ils vont faire avis vérifié. Et je vous parlais de 4,5. Pour nous, 4,5 sur 5, c'est une mauvaise note. Il faut qu'on arrive à être à 4,7 sur 5. C'est notre objectif, on est tous engagés, puisqu'on est d'ailleurs ISO aussi 9001, et sur la norme ISO, les normes sont des très bons outils pour pouvoir se donner des objectifs communs et puis progresser en amélioration continue. On n'est jamais parfait, mais notre engagement à nous, c'est de progresser vers les objectifs qu'on s'est fixés et qu'on partage d'ailleurs de manière transparente, ouverte et auditable et auditée. Merci en tout cas pour votre question qui fait apparaître une notion clé dans la confiance qui est la notion de feedback. Et pour assurer au service de cette transparence. La confiance met du temps à s'acquérir et se perd très vite. Et effectivement, avec l'effet de masse et l'effet de répétition, on arrive à acquérir cette confiance, y compris sur le numérique. Une autre question ? Oui, en fait, c'était une réaction par rapport au RGPD. Pardon, je suis là. Ah, vous êtes là. Bonjour à tous. En fait, c'était une réaction par rapport au RGPD. Je trouve que c'est très intéressant ce qui s'est passé en Europe. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans,
les seules organisations qui disaient attention à ce que font les GAFAM, ils sont en train de prendre vos données personnelles et c'est pas nos amis finalement, c'était des associations comme la Quadrature du Net par exemple, qui défendaient nos droits et la CNIL avec ses maigres moyens. À l'Europe, les députés qui ont défendu le RGPD, qui l'ont conçu et qui l'ont défendu, je pense qu'ils n'auraient jamais pu réussir si les acteurs du digital européen ne s'étaient pas mis eux aussi à se dire que les GAFAM n'étaient pas nos amis. Et donc il y a une évolution en fait dans notre considération, dans notre façon de considérer le digital qui est très importante. C'est qu'il faut aussi aller voir les lanceurs d'alerte. Et ça, c'était le premier point que je voulais faire. Et le deuxième point, c'est simplement, moi, c'est très pratique, hein, le système de notation. Mais je vous invite à imaginer que demain, vous, en tant que consultant, directeur de la RSE, etc., et tout, vous soyez noté, vous aussi, avec ce système de notation. Et vous savez que ça commence par les chauffeurs, ça se termine par les citoyens, comme actuellement en Chine. En tout cas, c'est en test. Et je vous invite, bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, à regarder l'épisode de Black Mirror qui raconte cette histoire. Et donc, je pense que moi, ce que j'ai fait, mon engagement, bien sûr, c'est de ne pas utiliser Amazon, etc., faire gaffe à mes données personnelles, mais c'est aussi de ne plus jamais noter même la dame pipi dans les toilettes publiques que j'utilise. Parce que sinon, ça nous mène à cette société-là. On retrouve la même chose au niveau des entreprises, par exemple, dans le reporting, où en fait, trop de reporting focalise l'attention sur l'obtention de la note au détriment de tout le reste. Donc effectivement, il y a toujours ce double usage, un peu à l'image du pharmacon grec, sur le côté liberticide d'un côté et le côté transparence. On veut de la liberté, on veut sa liberté, mais finalement, au prix de quoi? Et du coup, il n'y a pas pour l'instant de système, c'est plus dans l'usage qu'on en fait. Alors, est-ce qui veut répondre à cet aspect-là des choses soulevées par monsieur? Et sur l'aspect, on veut tous des libertés, bien sûr. On veut tous aussi vivre en ayant chaud l'hiver, en ayant à manger, etc. On a besoin d'une société forte pour ça. Et c'est toujours une question d'équilibre. Moi, je pense qu'il ne faut pas simplifier la réflexion en disant notation mauvais, liberté bien. Il y a besoin de règles communes qui restreignent les libertés individuelles pour arriver à faire société, d'une manière générale, humaine, et dans le numérique autant qu'ailleurs. Et moi, je comprends et je suis d'accord, la notation à l'extrême, c'est mauvais comme toutes les extrêmes. Par contre, on a besoin de feedback, de cadre, de garantir une certaine qualité. Le fait d'être sûr qu'une entreprise respecte les RGPD, c'est un système de notation. C'est 0 ou 1 peut-être, mais on va dire celle-là bien, celle-là pas bien. Donc on a besoin quand même de feedback. Donc c'est juste pour dire attention, c'est pas juste blanc ou noir, c'est une question de limite. Et tout l'enjeu de la discussion, c'est où on met les limites, sur quel secteur, comment. Et avec le numérique, c'est plus compliqué parce que plus rapide, plus puissant, plus générique. C'est juste voilà, toute la question pour moi est dans la limite, pas dans c'est bien ou c'est mal. Et puis c'est nouveau. Et puis par rapport aux individus. Allez-y, prenez le micro parce que... C'était juste, j'entends tout à fait ce que vous dites, mais il y a une vraie différence entre un organisme de certification comme, c'est pas l'agence bio, mais les structures qui sont par exemple autour de la bio, c'est un organisme de certification. Faire du rating dans une entreprise, c'est un système de rating clair. C'est complètement différent de c'était nul ce restaurant, ou alors les toilettes étaient sales et je clique sur le bouton, etc. En 2 secondes, j'ai éventuellement grillé le travail de quelqu'un. Parce qu'on était 2, 3, 4, etc. Et puis les gens étaient énervés ce jour-là. Voilà. D'accord, donc l'apprentissage des usages et définir le curseur. Isabelle ? Non, mais je pense que oui, je suis d'accord que la notation à l'extrême peut être dangereuse. Moi, personnellement, je trouve quand même que ça donne... Il faut voir le volume qui a été... quand il y a 2, 3... Par exemple, si on prend la vie au sein d'un restaurant ou autre, moi, je trouve que ça permet d'un seul d'avoir quand même un feedback sur soit un individu, soit une structure. Pour moi, il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est-à-dire que si on arrive à lire de façon intelligente à travers les lignes, les feedbacks, moi je trouve que quand on va dans un restaurant, si on lit à travers, alors bien sûr, peut-être la personne ce jour-là, la serveuse ou le serveur n'était pas très sympa et tout de suite, il va descendre complètement le restaurant. Sauf que, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur et ça permet au moins d'être
d'avoir une certaine connaissance avant et de dire bon, il y avait un mauvais feedback, mais moi j'y vais quand même parce que ça m'intéresse, ou de choisir, mais faut le mesurer, quoi. C'est toujours dans la mesure. Ok, on va prendre encore une ou deux questions. Mademoiselle. Oui, bonjour à tous. Merci d'échanger avec nous aujourd'hui. Alors moi, j'avais plusieurs questions. La première, c'est comment assurer sa sécurité numérique, qu'on soit un particulier ou une entreprise aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est quel est l'impact du numérique sur le développement durable aujourd'hui, que ce soit particulier ou des entreprises. On sait qu'il y a tout ce qui est production de câbles ou stockage de données qui engendre de la pollution numérique. Mais comment gérer ça et quels sont les chiffres aujourd'hui? Voilà, merci. Moi, je veux bien répondre juste, bon, sur la partie société, bien sûr, je peux aussi répondre, mais sur la partie perso, je pense qu'il faut que dans le numérique, pour se protéger, il y a des bases à faire, et elles ne sont pas si importantes, enfin en nombre importante que ça. Par exemple, il ne faut pas utiliser, souvent par esprit de facilité, hein, vous vous connectez à une nouvelle application, à un nouveau site, ils vous disent est-ce que vous voulez connecter à travers tel mécanisme, Facebook, machin. Non. Par défaut, c'est toujours non. Il ne faut pas s'amuser à utiliser Facebook ou d'autres intermédiaires pour vous connecter à autre chose. En fait, c'est pénible. Il faut avoir une connexion pour chaque application différente. Tout ce qui est mot de passe, je suis sûre, moi la première, parfois j'utilise des trucs simples. Maintenant, il y a des outils informatiques qui permettent de générer des mots de passe compliqués, etc. Il y a plusieurs choses, de ne pas tout mettre, comme on dit, les œufs dans le même panier. Et donc ça, je pense que c'est une vigilance, de ne pas tomber dans la facilité que tout se connecte en un seul clic, boum, boum, c'est super génial. Non, il faut vraiment faire l'effort de multiplier les mots de passe, de se connecter différemment parce qu'une fois qu'ils ont détecté un, il y a toute la chaîne. Ça, c'est important. Donc le panier dans le digital, on voit bien. Par contre, les œufs, il faudra m'expliquer. Alors, moi, je vous invite à lire le rapport qui a été fait par greenIT.fr. Donc, le concept de greenIT, d'ailleurs, a vraiment deux facettes. La facette d'urgence qui est de réduire l'impact du numérique sur l'environnement. Et le deuxième aspect du greenIT, c'est comment on utilise la technologie pour faciliter des applications qui vont limiter le transport, par exemple. Blablacar étant du greenIT 2.0, on utilise l'outil pour normalement optimiser l'utilisation des voitures. Mais l'urgence, comme vous le dites, je pense, dans votre question, c'est quel est l'impact direct du numérique. Alors, l'étude qui est sortie en 2019 par greenIT.fr, qui s'appelle Empreinte environnementale du numérique mondial, j'avais pas en tête, évalue que le numérique, mais je crois que c'est ce que tu as dit, Jérôme, correspond à 3 fois la taille de la France et à 5 fois le poids du parc automobile français. 180 millions de véhicules, donc c'est des ordres de grandeur. Les impacts environnementaux se caractérisent principalement par la fabrication des équipements, ce que je vous disais tout à l'heure, les équipements numériques. On peut prendre un téléphone pour illustrer. Un téléphone, c'est autour de l'ordre de grandeur de 100 kg de CO2 émis, ou aussi 80 kg de matières premières primaires pour fabriquer un téléphone. Donc ça veut dire du transport, de la ponction de matières premières. Et tout ça va justement avoir un impact fort sur les ressources, la biodiversité, les ressources énergétiques, et les matières premières rares, qui sont de plus en plus rares avec la guerre des métaux. Et je vous invite à lire le livre aussi de Dominique Pitron, un journaliste qui a enquêté, et qui s'appelle « La guerre des métaux rares ». Et puis après, bien sûr, vous avez le deuxième impact qui est la consommation électrique des équipements, évaluée entre 1 à 29% des impacts, donc les data centers, et puis quand vous branchez votre téléphone. Et puis bien sûr, après, la consommation électrique du réseau. Donc, quand vous allez faire circuler l'énergie, et puis fabrication des équipements réseau, donc des équipements indirects, on voit avec la 5G, j'en profite pour un petit pic sur le sujet 5G, c'est pas mal. On est en train de dire qu'une borne 5G va consommer 4 à 5 fois plus que les bornes actuelles sur la 4G. Donc il va y avoir une vraie question électrique de est-ce qu'on va avoir la capacité énergétique d'alimenter tout le monde en 5G? Question ouverte. Et ça, c'est peut-être EDF ou pas qui pourront répondre ou pas, parce que personne ne sait. Et bien sûr, après, il y a la fabrication des autres équipements indirects,
équipement réseau. Et donc dans l'étude que Frédéric Bordetch, qui est un journaliste qui travaille dessus depuis 15 ans, qui anime la communauté greenIT.fr, évalue une progression très forte des gaz à effet de serre qui vient du numérique et qui pourrait représenter plus de 5% des gaz à effet de serre et en croissance très important. Donc je vous invite à lire l'étude, vous trouverez tout dessus, là je vous ai fait un petit résumé. Merci Benoît. Merci. Dominique, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors bon, là, on a donné les chiffres de l'impact environnemental du numérique qui sont vraiment... voilà, pendant un temps, on pensait que le numérique était la solution. Maintenant, on découvre vraiment que c'était un problème, en fait. Hein, et je pense qu'il faut le souligner sur ces impacts et sur plein d'usages et de pratiques. Hein, moi, je le dis pour la blockchain. C'est terrifiant. Entraîner un réseau de neurones, c'est la consommation de 5 voitures, hein, juste pour entraîner un réseau. Et Netflix. Netflix, c'est une catastrophe environnementale. Il faut même des choses voilà, il faut dire. Mais moi, le truc qui m'intéresse comme sociologue, c'est qu'il y a des effets indirects extrêmement forts en réalité. C'est que le numérique, il accélère la société et il nous accélère. Et donc, il y a des effets indirects d'augmentation du nombre d'amis, d'augmentation du nombre de déplacements, d'augmentation du nombre d'achats, d'augmentation de la circulation. En fait, on fait plus de temps en moins vite, mais on n'utilise pas le temps qu'on a gagné grâce aux outils numériques. Et ça, c'est le grand débat sur l'accélération de nos sociétés. C'est que ça nous fait gagner du temps, mais que le temps gagné, au lieu de contempler, de lire, de discuter, de rencontrer, on le consacre à faire encore plus d'actions numériques. Donc en fait, nos vies sont accélérées, nos vies professionnelles, nos vies relationnelles, nos vies familiales, etc., elles sont accélérées. Et ça, le numérique, je pense qu'en fait, si on regarde bien, si on regarde ses propres usages et ses propres pratiques, c'est qu'en réalité, il a un effet de nous pousser vers cette sorte de croissance dont on se rend compte qu'elle est aujourd'hui une véritable menace pour la Terre, pour l'anthropocène, enfin, qu'elle fabrique le risque climatique de façon de plus en plus forte. Donc il y a, je pense, une interrogation sur l'idée, est-ce qu'on pourrait désarticuler cette idée que le numérique peut rendre des services très pertinents, très utiles, je crois très très forts, mais le fait qu'il soit indexé complètement à la productivité de nos sociétés, du coup à l'accélération de nos vies, est sans doute quelque chose qu'il faudrait arriver à décranter dans cette affaire. Donc formidable Dominique, parce qu'en fait tu viens de répondre à la question que j'allais te poser. Tu es trop fort. Merci. Donc en fait c'est les pistes pour en faire donc une ère numérique digne de confiance. Donc l'idée c'est de décranter comme tu viens de le dire. Tu veux rajouter juste quelque chose sur cette question-là? Rajouter quelque chose qu'on a dit un petit peu, mais je voudrais le redire tout à l'heure. C'est que quand on dit confiance, en fait on voit bien, et nos débats l'ont montré, on peut dire confiance protection, confiance sécurité, confiance assurance, confiance réduction d'incertitude. Et puis il y a une autre chose que moi j'aimerais quand même valoriser, c'est la confiance prise de risque. En fait, c'est parce qu'on a confiance que du coup on va de l'avant et qu'on prend des risques, et qu'on monte dans une voiture dont on ne connaît pas le chauffeur et dont on ne se préoccupe pas des notes, dont on va discuter dans des communautés sur Internet avec des gens qu'on ne connaît pas très bien, etc. On sait que dans ces discussions, dans ces aventures numériques, il peut y avoir des escrocs, il peut y avoir du temps perdu, il peut y avoir de la trahison, de la tromperie, etc. Mais moi, j'ai quand même le sentiment, c'est parce que j'observe le numérique depuis 20 ans, que le côté un peu cosmopolite, tout fou, aventureux du numérique, vous allez aller à la découverte, allez-y, etc. Aujourd'hui, on ferme les portes. On met des critères, on dit faites attention partout, on met des notations pour vérifier, etc. Et que peut-être qu'on est quand même en train de perdre quelque chose qui est plus une sorte de confiance, comme un don qu'on fait aux autres. Je vous donne ma confiance parce que j'en espère quelque chose, mais je n'en suis pas sûr. Et qu'aujourd'hui, on voudrait s'assurer qu'il n'y ait jamais de risque. Et du coup, s'assurant qu'il n'y ait jamais de risque, on dit discute pas avec des inconnus, fais attention, protège-toi, mets des mots de passe, etc. Et que c'est peut-être une attitude là qui est aujourd'hui dans nos sociétés, vis-à-vis de laquelle il faudrait essayer de se défaire aussi. Donc développer le côté ouverture. Guy, en conclusion, en 1 minute, qu'est-ce que toi, tu as envie de dire sur quelles sont les actions pour une ère numérique digne de confiance? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est toujours pareil. On peut toujours voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Bon, bien sûr, le numérique crée des risques. Bien sûr, le numérique, et c'est incontestable, consomme du CO2, produit du CO2, pardon. En même temps, on n'a pas regardé que, grâce à la télémédecine, on va éviter des tas de déplacements, on va faire de la chirurgie à distance. On sait bien qu'il y a aussi un autre pan. Et moi, franchement,
je trouve que le débat a été vraiment passionnant. Je voudrais vous dire une chose, c'est que l'apocalypse numérique n'aura pas lieu à condition de... Voilà, c'est ce que je pense, et qu'il y a quand même des conditions. Et je crois qu'on a eu tout le débat pour les évoquer. Il faut régler les problèmes de sécurité. Il faut régler les problèmes de propriété de données. Il faut régler les problèmes environnementaux qui ont été évoqués. Et je peux continuer comme ça sur 5-6 sujets. Et puis, je voudrais aussi vous dire, parce que je ne peux pas m'empêcher de l'évoquer, c'est que l'apocalypse numérique n'aura pas lieu à condition que les femmes s'y impliquent. Alors, je fais ça comme un clin d'œil parce que, vous le savez peut-être, hein, j'ai été initiateur d'un mouvement qui s'appelle Jamais sans elle, dans lequel je dis que nous, on est maintenant 300 signataires, nous ne participerons plus à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme. Alors vous voyez, là, pour les organisateurs... On avait dit 1 minute, Guy, mais bon... Ils ont fait... Non, je ne pouvais pas éviter de le dire. Les organisateurs, ils ont fait le minimum. Hein. Mais moi, je pense vraiment que... on a parlé des biais, par exemple, des algorithmes, etc. C'est que les femmes doivent vraiment s'impliquer pour éviter que, justement, on réplique tous les défauts que le monde antérieur avait. Parce que moi, j'ai la conviction qu'on va vers un monde qui peut être meilleur. Merci Guy. Alors, en termes de plaidoyer, 1 minute et quelques. Ceci dit, au niveau des entrepreneurs d'avenir, donc en fait, l'équilibre homme-femme a été fait au niveau global des tables rondes. Voilà. C'était juste une petite précision par rapport aux organisateurs. Ils y sont très sensibles. Isabelle. Nous, le numérique, on l'utilise comme un moyen de donner du travail à des jeunes femmes qui sont intelligentes, brillantes, mais qui n'auront jamais cette opportunité parce que, elles vivent dans la cambrousse avec aucun moyen d'aller chercher un travail, et où on les éduque, parce que si on les éduquait pas à travers justement ce numérique, elles ne seraient pas connectées au monde de demain, qu'on le veuille ou non. Et puis, parfois c'est un peu touchy de dire ça, mais je le dis de plus en plus, ça aussi, ça empêche ces flux migratoires, et parce que moi je les rencontre, je vais les voir sur place, ces jeunes femmes qui travaillent pour nous. Elles n'ont pas du tout envie de venir en France, surtout quand je leur montre en rigolant, regardez, nous, nos employés, ils sont obligés de rester à la maison parce qu'ils mettent 2 heures ou 3 heures pour venir, pour faire 6 kilomètres. Tant qu'ils ont du travail sur place, ils ont envie de rester. Et donc, justement, pour nous, le numérique, c'est une vraie opportunité de redistribution du travail et des modes de fonctionnement. Et d'une certaine façon, je crois que je l'ai dit au début, d'avoir une liberté d'organisation de sa vie entre le pro et le personnel, bien sûr avec une limite qu'il faut faire très attention. Merci Isabelle. Gaëtan. Moi, je reprends mes petits exemples et symboles agricoles pour terminer. Le numérique, c'est avant tout un outil que l'humanité a créé, et ça fait longtemps qu'on crée des outils, depuis la première bêche, le premier couteau. Et avec tous les outils, on peut faire des choses bien ou des choses mal. Avec une bêche, on peut produire plus de nourriture ou tuer quelqu'un. Et avec un couteau pareil, et puis ça a continué à augmenter jusqu'à, avec du nucléaire, on peut faire de l'énergie décarbonée ou on peut faire des bombes. Et je pense qu'au fur et à mesure que les outils et leur puissance augmentent, il faut que la conscience en face augmente pour en faire des choses bien et pas se brûler les doigts ou pas se faire exploser. Et le numérique est quelque chose de beaucoup plus puissant que la bombe nucléaire, beaucoup plus dangereux et en même temps qui peut permettre de faire des choses encore mieux. Donc il y a un gros enjeu à prendre du recul, à avoir conscience ensemble ou autre. Et après, pour rentrer, ça c'est des grands mots maintenant, bon courage, allez-y. Et pour rentrer dans le concret, à Naïo Technologies par exemple, pour essayer de faire les choses en conscience, parce qu'on peut faire des robots pour l'agriculture, c'est génial, je vous l'ai vendu, parlez-en aux agriculteurs que vous connaissez surtout. Mais on peut aussi dire on est en train d'exporter du mal de dos en Chine où est fait l'acier qu'on utilise et les cartes électroniques, etc. Donc pour essayer de faire les choses en conscience, de ne pas faire de bêtises avec ces nouveaux outils, on est en train de passer le label Bicorp qui permet, un peu comme la norme ISO 9001, de s'obliger à se poser les bonnes questions et à prendre du recul sur ce qu'on fait et d'être dans de l'amélioration permanente. C'est un exemple parmi d'autres. Ok, développer sa conscience. Benoît ? Je rejoins Gaëtan. Moi, ma vision, c'est consommation en conscience, sobriété, frugalité, réduire.
Il y aura pas, on est dans une ère d'effondrement. On va changer de système. On y est, quoi. C'est même pas est-ce que ça aura lieu ou pas lieu. C'est en train d'avoir lieu. Beaucoup de gens vont pas avoir accès à l'énergie suffisante pour faire marcher tous les équipements. Donc on est obligé de s'habituer déjà à une certaine frugalité. Donc faisons par soi-même. C'est-à-dire que c'est aussi en maîtrisant donc en faisant soi-même qu'on maîtrise. Et donc on acquiert de la confiance. Et donc moi je suis beaucoup dans le do it yourself, d'apprendre à réparer soi-même, d'apprendre à maîtriser. J'achète un produit, je répare moi-même. Donc on veut développer la réparation. Je veux revendre, je veux acheter un produit réparé. Et donc la vision, c'est effectivement d'apprendre à coder à un certain âge, d'apprendre à réparer. Et puis une société de la réparation nous permettra de recréer de la confiance si on apprend tous avec nos mains. Puisque le cerveau, c'est Maria Montessori qui l'a dit, se construit par les mains. Donc moi, je rappelle à une consommation en conscience et de consommer avec ses mains. Merci Benoît. Donc en fait, pour conclure cette table ronde, si j'essaie de faire une synthèse en 3 points, c'est d'une part d'expérimenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en phase d'expérimentation. Cette phase d'expérimentation doit nous aider à prendre conscience. Donc ça, c'est un point important que vous avez chacun évoqué, y compris avec vos questions. Et le troisième, c'est au service de quoi? Au service de quelle intention? Finalement, c'est d'un progrès social et environnemental. Et qu'avec ça, on peut guider ce qu'on est en train de faire vers une ère numérique digne de confiance. Donc voilà la conclusion en tant qu'animateur. Merci beaucoup à vous. Merci, chers intervenants. Merci à CHK. Et je crois qu'il y a une autre table ronde, d'autres tables rondes maintenant passionnantes. Donc, bonne fin de notre Parlement d'entrepreneurs d'avenir. Merci.